7h48, le petit déjeuner politique ce matin. Marc Fesneau, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Oui, bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Quelle est la stratégie du gouvernement ? Certains soignants ne comprennent pas qu'il n'y ait pas de reconfinement en Île-de-France. Voilà, c'est selon certains, compte tenu de la forte tension dans les hôpitaux franciliens. La stratégie du gouvernement, elle est simple. Elle est à la fois la stratégie de la vaccination. On a vu ce qui s'est passé le week-end dernier avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été vaccinées. La deuxième stratégie, c'est d'adapter la réponse territoriale en fonction de ce qu'est la situation sanitaire. La situation sanitaire, c'est à la fois la tension hospitalière, le cas échéant, c'est le taux d'incidence et c'est la présence des variants. Et au fur et à mesure, on ajuste les dispositifs. Le ministre de la Santé s'exprimera cet après-midi sur les ajustements qu'il y a lieu de faire chaque semaine. Oui, mais justement, selon cette gestion territoriale, si on suit, est-ce qu'il est normal que Dunkerque et Nice restent confinés alors que le taux est quasiment le même qu'en Île-de-France et qu'il y a aussi les variants On est toujours sur les... Alors, on considérerait quand même, j'imagine avec moi, que confiner 12 millions d'habitants n'est pas la même nature que de confiner une ville ou la côte d'Azur, comme on dit. Par ailleurs, on est toujours dans les mêmes débats. Au fond, quand on prend une mesure nationale, on nous dit que ça n'est pas assez territorialisé. Et quand on prend une mesure territorialisée, mais je peux le comprendre, certains peuvent avoir le sentiment qu'ils sont, eux, ou stigmatisés ou pénalisés, quand d'autres le seraient moins. Mais c'est pas la logique. La stratégie, c'est tout faire pour éviter le reconfinement. La stratégie, depuis le début, c'est de tout faire pour éviter un reconfinement, avec les conséquences économiques, sociales, sociétales que ça pose. On peut penser que, à la fois, on sait que c'est un virus saisonnier. Deux, que la stratégie vaccinale qui va monter en puissance. Le Premier ministre a annoncé hier, d'ailleurs, confirmant le plan de charge qui avait été celui annoncé en décembre. On oublie trop souvent de le dire. Au fond, on est absolument dans le rythme qui avait été prévu et annoncé par le Premier ministre au mois de décembre. D'ici la fin du mois d'avril, une dizaine de millions de Français qui seront vaccinés. Et on voit bien que dans les pays qui, comme nous, sont dans des stratégies vaccinales de cette nature, petit à petit, on arrive à sortir de la pression de l'épidémie et c'est l'espoir qu'on peut avoir. On verra si effectivement ce plan de marche sera bien suivi. Qu'est-ce que vous pensez, avant de venir sur la loi climat, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire des profs menacés là, à Grenoble, avec les accusations d'islamophobie relayées par l'UNEF et d'ailleurs aussi une grande majorité des autres enseignants localement? Moi, je trouve que cette pratique qui consiste à jeter en pâture des noms, y compris quand il peut y avoir des désaccords idéologiques ou politiques, cette pratique est désastreuse. On l'a vu là avec des enseignants, on le voit parfois avec tel ou tel, on le voit parfois aussi avec des responsables ou des élus locaux ou des élus nationaux. Je trouve que c'est une pratique détestable en démocratie. Parce qu'au fond, dans les esprits généraux, ça ne porte pas à conséquence forcément, mais il y a toujours des gens qui en tirent des conclusions ou des conséquences et qui après passent à l'acte. Et donc je pense que la responsabilité collective, c'est de ne pas stigmatiser, de ne pas antagoniser. On peut avoir des débats, on peut avoir des débats publics, on peut avoir des débats pacifiés et pas des débats qui, au fond, quand on n'est pas d'accord, font qu'on vous met votre photo et votre nom en vous traitant, en vous stigmatisant ou en indiquant ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Et moi, je pense que c'est une responsabilité collective dans la société hyper violente dans laquelle on vit. De plus en plus violente. De plus en plus violente. Ça, c'est vrai. C'est pas qu'un sentiment. Parce que c'est une société, mais pas la société française. Dupond-Moretti disait non, ça n'existe pas, c'est pas aussi violent que ça. Non, mais cette société, on voit bien qu'elle est traversée de ce phénomène-là. Et donc, il faut qu'on fasse attention et qu'on soit vigilant. Vous m'avez jamais entendu sur votre radio ou ailleurs, d'ailleurs. Faire autre chose que d'avoir des mots qui soient des mots qui disent ce que je pense, mais qui ne soient pas des mots qui soient stigmatisants. Oui, la loi climat, vous êtes en charge des relations donc avec le Parlement et de la participation citoyenne. Entre les écologistes qui sont plutôt attachés à Barbara Pompili et les plus libéraux, est-ce qu'il n'y a pas un risque de déchirure, là, y compris au sein de la majorité ? Écoutez, à chaque texte qui pose des questions et des enjeux importants, on nous dit est-ce qu'il n'y a pas des risques de fracture ou de déchirure ? Moi, je vois les débats qui se passent en commission, qui sont des débats, moi, je trouve éclairés et intéressants. Il n'y a pas un camp contre un autre, il y a la volonté collective d'avancer sur la question du défi climatique, répondant en cela à la sollicitation qui a été celle du président de la République en réunissant 150 citoyens pour essayer de trouver des pistes de solutions. Donc la question n'est pas de trouver un camp contre un autre, la question c'est de résoudre à la fois cette équation et de la rendre supportable pour les Français, de la rendre acceptable pour les Français et d'embarquer le plus grand monde possible. Parce que sinon, je ne connais pas de politique qui fonctionne quand on le fait contre les gens. Et donc il faut le faire avec les gens et embarquer et tenir compte de la situation. Donc là, c'est ce que vous dites à Barbara Pompili, attention, ne faisons pas trop de punitifs.
je dialogue beaucoup Oui. avec Barbara Pompili et avec les autres ministres concernés par cette loi climat, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie et des Finances. Oui. Je pense qu'il faut qu'on trouve et qu'on tienne un point d'équilibre, c'est la responsabilité politique. Oui. Bon, et parallèlement, il y a toujours le projet de référendum là, pour l'inscription dans la Constitution ou pas? C'est votre objectif? Ben, c'est l'objectif. Oui. La lecture se poursuit encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec un texte qui est strictement issu de ce qu'avaient été les propositions de la Convention citoyenne. Il sera donc délibéré là en fin de semaine et ensuite il arrivera au Sénat. On verra le débat du Sénat et le président de la République s'est engagé Quel sur la calendrier alors? Parce que on voit bien entre toutes les soit il y a un élections, accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, on voit plutôt un horizon de début d'automne. Ça ressemble à ça en termes de calendrier parce qu'il faut quand même une campagne. Oui. Je crois que le délai est de 6 semaines. Oui. Le temps de convoquer les choses, il faut saisir le Conseil constitutionnel. Enfin, je vous passe. Est-ce que c'est vraiment la priorité? Vous y êtes favorable à ce référendum? Non, mais je trouve qu'en tout cas, que la question d'inscrire au rang constitutionnel, et d'ailleurs, on peut avoir des désaccords sur la terminologie, mais j'entends beaucoup de monde dire que ça n'est pas inintéressant de poser la question. Il me semble que cette question est intéressante. Et en plus, je trouve que tout ce qui fera parler de ce sujet et qui permettra d'éveiller les consciences est une bonne nouvelle. Oui. Et le projet, en revanche, qui risque d'être abandonné, c'est la réforme de la proportionnelle. Et pourtant, c'était une promesse d'Emmanuel Macron qui tient à cœur aussi à François Bayrou du MoDem. Vous appartenez à cette famille politique. C'est une déception pour vous ou pas? Qui nous tient tous à cœur pour une raison qui est pas seulement et principalement une question d'engagement. C'est une question parce que je pense que on parlait du débat public qui est parfois caricaturé entre les opposants et la majorité. Je pense que c'est une voie pour pacifier le débat public, pour essayer de trouver des points de convergence sur un certain nombre de sujets sans que chacun ait le sentiment qu'il renonce à ce qu'il est. Et puis ça participe évidemment de la représentation plus large d'un certain nombre de formations politiques qui font des scores importants et qui ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale. Le débat est sur la table. Donc vous présagez... le président de l'Assemblée a déclaré craindre qu'il ne soit trop tard pour mettre ça en place. Il a dit factuellement, effectivement, il craint qu'il ne soit trop tard. Il n'a pas dit qu'on ne le ferait pas, il n'a pas dit que c'était une... Quand même, ça sent un peu l'enterrement, ça. Écoutez, on regardera. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'un débat se noue. D'ailleurs, au sein de la majorité, mais aussi au sein des oppositions, certains l'ayant réclamé depuis longtemps. Et c'est à eux aussi de donner la parole. Parce que ce n'est pas une affaire de la majorité, c'est une affaire de nos institutions et de débat démocratique. Et donc il faut que le débat soit sur la table. Il reste du temps pour le faire, le cas échéant, si on trouve les voies et moyens d'un compromis et d'un consensus. Et donc c'est à ce moment-là qu'on en reparlera. Oui, bon, j'imagine que François Bayrou, en tout cas, ne doit pas être content de cette tournure. Est-ce qu'il y a de la friture, d'ailleurs, entre François Bayrou et le chef de l'État? Non, il n'y a pas de... On l'a lu dans la presse ces derniers jours. Pardon de le dire ainsi. Oui, mais... Je vois bien tous les cadres, les conseillers ministériels qui parlent toujours sous le coup d'ailleurs du off et de l'anonymat, ce qui est plus commode pour pouvoir dire un peu tout et n'importe quoi. Moi je peux attester et témoigner pour avoir dialogué encore hier avec François Bayrou que c'est pas l'esprit de François Bayrou. François Bayrou, il a toujours eu un esprit de responsabilité. On n'est pas dans des querelles de nature de celle qui est annoncée dans la presse. Et donc le travail qu'on a à faire, qui est celui du MoDem, qui est la part du MoDem depuis 2017, c'est à la fois d'être solidaire de la politique gouvernementale, d'essayer de l'accompagner, puis en même temps de porter notre propre parole. Et François Bayrou s'y tient, et je ne vois pas pourquoi il ne s'y tiendrait pas encore. D'ailleurs, il n'a nulle intention d'être dans autre chose que d'exercer sa propre responsabilité dans le cadre qui était celui défini en 2017. Bon, est-ce que vous allez être candidat là, finalement au régional? Il n'est pas encore temps de poser ces questions-là, si je peux me permettre. Attendez, vous avez parlé de la question sanitaire, et il ne vous aura pas échappé par ailleurs que dans le texte qui a été délibéré, au mois de... Là, dans les récentes semaines, il a été décidé qu'il y aurait une clause de revoyure, d'une certaine façon, le 1er avril. Le 1er avril, on saura si les élections se tiennent. Aujourd'hui, à date, il me semble que les choses sont possibles, mais c'est bien d'attendre et de procéder par étapes. Et nous verrons à ce moment-là, et je m'exprimerai, pardon de vous le dire, à ce moment-là, dans ma région. Il y a un débat autour du Front républicain, d'une manière ou d'une autre, là, depuis quelque temps aussi. Il y a des membres de La République En Marche, Castaner, Guérini, qui disent, par exemple, qu'ils voteraient Mélenchon en cas de deuxième tour, Mélenchon-Le Pen. Et vous ? Moi, ça me fait penser à un sketch que vous aurez peut-être en tête de Raymond Devos, cette affaire, qui disait on vous met devant un choix, faites l'amour par la guerre, et il répondait il y en a peut-être qui voudraient faire autre chose. Je n'ai pas envie d'avoir à choisir au deuxième tour entre M. Mélenchon et Mme Le Pen. Et je pense que tous ceux, et je ne parle pas de ceux de la majorité, qui disent au fond, il ne faut pas polariser autour de Mme Le Pen, et qui ne polarisent le débat qu'autour de je suis le meilleur face à Mme Le Pen, mais qui se mettent en situation
que Madame Le Pen ne soit pas au deuxième tour. Ou que Monsieur Mélenchon ne soit pas au deuxième tour. Parce que leur responsabilité, c'est celle-là. Moi, au premier tour et au deuxième tour, je voterai pour Emmanuel Macron s'il est candidat. Donc moi, de mon côté, c'est clair. Et que de leur côté, ils fassent naître des candidatures qui soient suffisamment crédibles pour pas qu'on se retrouve dans cette obligation à chaque fois d'avoir à choisir entre le Mélenchon ou Le Pen. On peut peut-être offrir autre chose aux Français. J'ajoute qu'en cumul de voix, ils font 37% dans les sondages. Donc il y a 63% de Français qui ne souhaitent pas ça. Peut-être que la grande victoire démocratique, ça serait qu'on sorte de ça. Ouais. Donc c'est à ça qu'il faut s'attacher, me semble-t-il. Bon, Marc Fesneau, question avec Cécile de Minibus. Chaque année, 700 000 enfants sont harcelés à l'école et en dehors des établissements scolaires. Est-ce que c'est un sujet qui vous touche de près? Est-ce que vous, enfant ou adolescent, vous avez subi peut-être des moqueries blessantes ou une sorte de harcèlement? J'ai pas forcément envie de parler de moi, mais ma couleur de cheveux a fait que j'étais distingué parmi les autres et que j'ai entendu fleurir des choses qui, au fond maintenant, me font rire. Mais ça déstabilise quand même, non? Dans l'enfance et dans l'adolescence, toute différence est parfois durement attaquée par les autres. Je me souviens du joueur de rugby Serge Blanco qui avait dit un jour: est-ce que vous avez vécu, je me souviens de ça, je n'ai jamais réussi à le retrouver au fond, qui a dit: comment vous avez vécu votre statut d'être métis? Au fond, il avait dit pas pire que quelqu'un qui était roux. Et au fond, ce qu'il voulait dire là, qui était très juste, c'est que dès qu'on est un peu différent, parfois, on n'est pas. L'enfance est à la fois bienveillante et en même temps dure avec ceux qui sont différents. Et je pense que, étant père de famille, il faut toujours faire attention à éduquer ses enfants avec l'idée qu'il faut accepter la différence de l'autre et que la différence n'est pas une offense et qu'au fond, c'est une richesse. Et que, oui, il faut y être sensible. J'en ai beaucoup moins souffert que plein de gens sur bien d'autres sujets. Donc, vous ne voyez pas d'ailleurs larmoyant dans l'affaire, mais je perçois quelque chose, en tout cas que j'ai perçu, et auquel il faut être très sensible parce que. Et il faut que le corps enseignant, mais il le fait beaucoup, que les gens qui sont dans l'écosystème éducatif veillent toujours à regarder ceux qui sont à côté parce qu'ils ont quelque chose de différent, qui peut être statut social vécu, qui peut être couleur de peau, qui peut être difficulté scolaire. Parce que sinon, on laisse décrocher des gens et après, ils se sentent isolés. Et après, en plus, il y a un effet de meute parfois qui se crée sur les plus fragiles et auquel il faut veiller. Donc c'est un sujet, vous avez raison de le poser, parce que c'est un sujet de responsabilité collective et d'attention aux plus fragiles et à ceux qui par nature sont distingués des autres ou distinguables des autres. Et je rappelle le numéro, le 30-20, si autour de vous quelqu'un était harcelé. Merci Marc Fesneau, ministre délégué en charge des relations avec le Parlement et la participation citoyenne. Vous étiez ce matin invité de Sud Radio. On parlera justement harcèlement tout à l'heure avec un proviseur dans 10 minutes.